Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième round de notre série de discussions avec Maître Claude Laporte, docteur pour les intimes. J'expliquerai pourquoi Voilà. cette allusion. Claude qui est auteur de 2 articles par mois dans le Peuple, donc le magazine que je tiens là. Et dans cette deuxième discussion, on va parler d'un article en particulier qui était celui-ci, Démocratie directe, je le montre à la caméra, un article que vous avez consacré à une chose, j'ai laissé le journal là, que vous avez consacré à une chose qui fait la fierté de la Suisse et qui lui donne une certaine renommée à l'international, qui est notre démocratie directe. Et pourtant, vous avez un avis qui est finalement assez critique dessus. Oui, Expliquez-nous ça. Je suis un croyant qui a apostasié. Vous avez apostasié la démocratie voilà, directe. Voilà, exactement, j'y ai longtemps cru. Vous êtes engagé même d'ailleurs. Oui, mais surtout, en fait, je crois que j'ai fait une confusion. J'ai pensé que c'était la démocratie directe qui sauvait la Suisse. Puis en fait, je me suis rendu compte que ce sont les alémaniques qui sauvent la Suisse. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Parce que oui, évidemment, il y avait toujours le fait, mais mon Dieu, s'il n'y avait pas la démocratie directe, on serait dans l'Union européenne, on aurait la TVA à 20%, puis on aurait une monnaie qui vaut pas grand-chose. Mais, Voilà. Oui, mais en fait, oui, c'est les alémaniques. Et le problème, c'est que il y a le C'est fédéralisme. les alémaniques via la démocratie directe. Voilà, oui, d'accord. Mais sur le long terme, je pense que les alémaniques prendront la même pente que les romans. Et de ce point de vue-là, on aborde un problème qui est plus vaste. Donc là, pour nos amis français, ce qu'on va quand même un tout petit peu préciser, c'est qu'effectivement, comme vous savez, il y a plusieurs régions linguistiques en Suisse, la plus importante étant celle qui parle allemand, et de manière générale, elle est plus, soucieuse d'une certaine tradition libérale, peut-être un peu plus conservatrice aussi, mais essentiellement libérale. Je dirais que ce que nous connaissons en Suisse romande, là où nous sommes, pour le meilleur, mais aussi pour le pire, beaucoup influencé par ce qui se passe en France. France que l'on perçoit comme finalement un modèle à suivre, même quand à l'évidence on voit que le modèle va pas bien. Oui. Ce dont on parlera d'ailleurs dans la prochaine émission qui sera consacrée aux dérives spécifiques de la démocratie française qui là est est au stade terminal. Voilà, démocratie française pour autant que cet oxymore ait un sens. Voilà. Mais bon, expliquez-nous pourquoi la Suisse n'est pas le paradis politique que l'on imagine à l'étranger. Parce que la condition n'est plus réunie. La condition essentielle n'est plus réunie. Et la condition essentielle, c'était la liberté de l'électeur de se déterminer. Et là, j'aimerais citer aussi un des maudits de notre époque, un des grands hérétiques de notre époque, qui était Jules Monroe, le fondateur du Collège de sociologie, un sociologue antillais, qui avait écrit une remarquable sociologie du communisme en 3 volumes, indépassable, mais qui s'était ensuite penché sur le phénomène du conditionnement médiatique en Europe de l'Ouest et qui avait abouti à la conclusion « Nous sommes les êtres les plus conditionnés de l'histoire ». Alors qu'on se perçoit souvent, au contraire, comme l'humanité la plus libre qu'on ait jamais connue. On va se dire qu'on nous présente, en gros, le chrétien du Moyen-Âge complètement abruti, qui n'a pas le droit de lire ses bouquins, etc. etc. Vous dites l'inverse, vous dites les plus abrutis de l'histoire, c'est nous. C'est ça. C'est d'ailleurs ce que disait Hassan II du Maroc, plus ils sont instruits, plus ils sont bêtes. Évidemment, ça dépend aussi comment fonctionne l'instruction, mais il n'avait pas complètement tort sur ce point. En fait, c'est une vérité que moi je ressens, en tout cas que je ne cesserai jamais de marteler, c'est que nous sommes arrivés à un degré de conditionnement dont on rêvait les pires régimes totalitaires sans y arriver. Déjà, on a des choses, je vous interromps là-dessus, mais les pires régimes totalitaires du siècle dernier ne se sont jamais immiscés dans la vie des familles pour dire qu'on allait, je ne sais pas, vous foutre une amende si vous mettez une claque à votre gamin. Ça aurait fait rigoler tout le monde, même à Moscou en 1947, quoi. Exactement. Le fait est qu'on a petit à petit dissocié l'Européen de l'Ouest de toutes sortes de choses qui étaient des sources d'informations alternatives qui lui permettaient quand même de se construire une opinion. La paroisse, le syndicat, l'appartenance à un parti politique, je ne sais pas, l'association des joueurs de belote. On a voulu construire une société d'individus atomisés qui sont en permanence fixés sur leur écran. Est-ce que la destruction de la foi comme principe structurant la société
c'est ma perception. J'ai le sentiment que c'est vraiment un moment essentiel de cette atomisation de la société. Oui. C'est raison pour laquelle, effectivement, je peux considérer, j'arrive à imaginer qu'un homme soit vertueux, droit, moral, enfin tout ce qu'on veut, sans avoir la foi. J'arrive pas à imaginer qu'une société puisse l'être. Alors, vous renvoyez à une très intéressante remarque que Michel Houellebecq, qui est quand même le prophète de notre temps, oui, absolument. a fait dans une interview qu'il a donnée, enfin pas une interview, c'est un entretien qu'il avait dans le mensuel français L'Incorrect, sur la question de l'euthanasie, où il était confronté au grand rabbin de France, Haïm Corsia, et à un prêtre catholique romain dont le nom m'échappe là pour le moment. Et Houellebecq disait, c'est quand même, bon, il est athée, il est contre l'euthanasie, il dit c'est comme incroyable que les gens maintenant n'arrivent plus à imaginer qu'on puisse avoir de la morale sans avoir de religion. Absolument. Et il disait très justement, et pourtant Kant a bien essayé d'expliquer ça, qu'on peut avoir de la morale sans avoir de religion. Mais je suis d'accord avec vous, une société qui n'a plus aucune armature religieuse va se trouver confrontée forcément à un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire notamment l'atomisation et le fait que l'individu se retrouve seul. Donc ça va entraîner un déclin de la démocratie, mais là on est au niveau de la pâte humaine. Vous parlez aussi des mécanismes démocratiques, et ce que vous montrez, c'est que finalement en France et en Italie, dans votre article vous montrez ça, alors on ne les utilise pas, certes, ou très peu, mais enfin on a des mécanismes beaucoup plus raffinés que ce qu'on connaît en Suisse, c'est-à-dire le référendum et l'initiative populaire. Oui, alors... Bon, pas vraiment en France, mais en Italie, par exemple, il existe le référendum abrogatif, c'est-à-dire qu'en Suisse, on ne peut faire de référendum que contre une loi qui n'est pas encore entrée en vigueur. En Italie, on peut demander l'abrogation d'une loi qui est déjà en vigueur. Et puis, dans la plupart des États-Unis d'Amérique, il y a le droit de rappel, où c'est donc la possibilité de faire tomber l'exécutif avant le terme de son mandat. Donc la Suisse n'a pas le monopole de la démocratie directe. Et puis là, ensuite, il faut aussi faire la distinction entre démocratie directe et démocratie semi-directe. Quand on parle du droit de référendum et du droit d'initiative, c'est la démocratie semi-directe. La démocratie directe, c'est en fait... justement, comme mon village en Valais, où il n'y a pas d'organes délibérants. C'est la Landsgemeinde. C'est la Landsgemeinde. Donc la Landsgemeinde, c'est l'image d'épinal de la Suisse. Ça existe encore, mais c'est assez marginal. Mais c'est en gros la population qui se réunit sur une grande place et qui vote en levant la main quand on est d'accord. On va revenir sur cette question d'ailleurs de l'expérience de démocratie directe que vous décrivez de façon assez drôle dans votre article. Quand même une question, si la démocratie suisse n'est pas le paradis que l'on prétend, et même est à un stade terminal parce que la qualité humaine n'est plus là, et il n'en demeure pas moins qu'elle jouit d'un certain prestige, et y compris d'ailleurs chez Houellebecq. Tout à fait. D'où ça tient? Moi je pense que ça tient en fait à la proportionnelle. Que ce qui fait la spécificité de la Suisse, mais c'est pas un cas unique. Par opposition à la majorité. Il y a d'autres pays qui fonctionnent aussi comme ça. Tout ce qui a été critiqué, par exemple, à propos de l'Italie, qui avait ce système de répartition des postes entre les partis en fonction de leur pourcentage de voix aux élections, mais c'est très bien. C'est ça qui fait à la Suisse de fonctionner. Moi, j'ai été dans une vie antérieure, j'ai siégé dans des commissions où il y avait des représentants de chaque parti représentés au Grand Conseil, qu'il ait fait 7% ou qu'il en ait fait 25%, il y avait un représentant. Donc c'est ce garant de stabilité. Il y a aussi une question de décentralisation par rapport à la France, c'est-à-dire qu'en Suisse, chaque stade, la commune a un pouvoir qu'une autorité supérieure ne peut pas lui enlever. Il y a des droits comme ça qui sont garantis, et en fait la Suisse applique ce qu'on peut appeler le principe de subsidiarité, tout à fait. qui se trouve d'ailleurs dans la doctrine sociale de l'Église, comme quoi l'Église a aussi fait des choses pas trop mal au 19e. Pour rebondir sur notre première discussion qu'on a eue sur... c'est clair, Léon XIII, c'est pas si mal. Donc on va venir maintenant sur cette question de la démocratie directe, parce que dans votre commune, vous avez un moment où vous deviez voter. Alors c'était un cas classique de gens qui voulaient redistribuer du pognon qu'ils n'avaient pas créé. Et en fait, j'y suis allé avec une intention tout à fait impure, n'est-ce pas, qui était de soutenir le président, puisqu'en Valais on appelle ça un président, donc le président de ma commune, de soutenir l'exécutif de ma commune, dont je savais qu'ils étaient porteurs d'un projet qui était bon pour la commune, et il fallait rassembler les bonnes volontés, et moi j'y suis allé, ça m'arrangeait pas trop pour des raisons professionnelles, mais là je pensais que c'était quelque chose d'important et qu'il fallait absolument soutenir l'exécutif communal.
Sauf qu'il y a des enjeux tout à fait pratiques, c'est-à-dire que c'est joli, hein, le peuple se réunit, lève la main, mais enfin il faut encore le réunir, le peuple. Ouais. Vous avez quoi, 5000 habitants dans votre commune? Alors on a plus que 5000 habitants, mais on a 5600 électeurs inscrits. Voilà. On est dans un village de montagne en novembre, on ne va pas se réunir sur une prairie, on doit réserver une salle. Oui, parce qu'il y a de la neige en Suisse, pour nos amis de Guadeloupe. Surtout dans les villages de montagne en vallée. Et on est là. On n'a évidemment pas de salle qui ait une capacité pour accueillir 5600 personnes. Ouais. Et on se retrouve dans une salle à 500 places. Donc là, je me dis, on est quand même... En fait, c'est du suffrage censitaire. Enfin, en gros, c'est... C'est premier arrivé, premier servi. Oui, et puis ceux qui peuvent faire garder les gamins, ceux qui finalement peuvent gérer leur temps un peu comme ils veulent parce qu'ils sont indépendants. Donc ça reproduit quand même d'autres schémas. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose d'assez beau dans l'idée de se dire, en Suisse, alors effectivement, il y a des enjeux pratiques, il faut se libérer, etc. Mais enfin, notre avis a quelque chose à dire. On a quand même un poids politique qui n'existe pas en France. Enfin, je veux dire, on ne peut pas nous balancer un 49-3 en Suisse. Donc il faut la défendre, cette démocratie. Il faut un peu l'encenser, non? Avant tout, il faut défendre la proportionnelle. Il faut défendre le fait que voilà, j'étais dans une commission où il y a des décisions à prendre. Et puis très souvent... celui avec lequel je m'entendais le mieux, c'est le communiste, hein, les apparences. Hein. Moi qui siégeais tout à droite, des fois on arrivait à faire bouger les choses en discutant avec le type d'extrême gauche. C'est une des constantes de notre famille de pensée, c'est que souvent avec une gauche antilibérale, appelons ça comme ça, on trouve sur des enjeux, notamment des enjeux de souveraineté nationale. Je veux dire, le fait qu'en Suisse, c'est une des choses qui nous fait un peu rayonner à l'international, c'est qu'on, de manière générale, on résiste à la soumission vis-à-vis notamment du droit européen. Et là-dessus, la gauche qui soutient les travailleurs se retrouve quand même un peu dans le même bateau que la droite souverainiste. C'est quelque chose qui mérite d'être relevé quand même. En plus, les décisions que nous avions à prendre n'étaient pas d'ordre politique, c'est des décisions d'ordre strictement administratif. Il y avait une volonté de se mettre d'accord pour atteindre le bien commun. On était les représentants de cette partie, nous prenions nos décisions à l'unanimité. Ça a presque toujours fonctionné. L'avantage de discuter avec le communiste, qu'étant marxiste, il avait une pensée structurée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est très beau sur le principe, le fait qu'effectivement, nous soyons entendus, que nous ayons la possibilité de nous faire entendre. Mais le problème, c'est que je reviens à ce que j'ai dit au départ, la condition fondamentale pour exercer ce droit n'est plus réunie. C'est-à-dire que nous n'avons plus, dans la Suisse aujourd'hui, le citoyen qui s'autodétermine. Nous sommes déjà arrivés au stade du cobaye qui fait ce que lui dicte une sorte de système médiatique qui martèle la télévision, la radio. Et c'est vrai qu'il y a cette chose que je ne comprends pas, c'est qu'il me semble quand même qu'en France, la télévision est complètement discréditée, et il me semble qu'en Suisse, ça marche encore, que les gens y croient encore. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait stupéfiant. Bon, je vais me faire l'avocat du diable, mais enfin, dans les émissions même du service public, on a ces codes parfois d'équilibrer un peu. Enfin, les fameux débats où on fait venir un conservateur ou un souverainiste avec une cible attachée à son dos et puis on lâche les lions. Oui, mais moi j'ai connu ça, hein, la fausse objectivité. Oui, d'ailleurs, comme candidat, vous êtes Oui, je l'ai vécu. J'ai été un jour dans une émission. On peut dire le nom. Oh, oui, c'était sur les Monts Bleus, c'était une campagne électorale. J'étais là avec une jeune femme qui a d'ailleurs fait une brillante carrière. Et on s'est fait pendant un quart d'heure complètement allumé, parce qu'évidemment, c'est toujours deux poids deux mesures. En ce qui nous concernait, puisqu'on était les conservateurs, ils avaient épluché notre programme jusqu'à la dernière ligne pour souligner les incohérences. Pour d'autres, effectivement, comme ils incarnent le bien, il y a l'idée que tout est cohérent. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils incarnent le bien, le progrès et les avancées de la démocratie. Donc finalement, effectivement, on ne va pas chercher les aspérités, parce que tout ça participe d'un programme commun qui nous amène vers le progrès, vers ces choses-là. Alors que le conservateur, quand il dit attention, un peu prudence, etc., on va chercher généralement dans sa psychologie. Alors, je ne sais pas si vous avez été psychologisé, parce que c'est aussi un des traits, traits soviétiques de notre époque. Mais bien sûr. Oui, forcément, si on n'est pas enchanté par l'idéologie progressiste, c'est d'abord qu'on est un raté, qu'on a des frustrations. Alors, elles peuvent être d'ordre sexuel,
sans doute suis-je un homosexuel refoulé, qui plus est impuissant. Enfin voilà, tout est possible. Après tout, regardez, déjà je suis obèse. Voilà. Donc voilà, forcément, si j'étais jeune, svelte, athlétique et milliardaire, je serais à gauche. Il faut faire attention parce que sur le service public, on m'a reproché d'avoir dit d'une dame obèse qu'elle était obèse. Hein. Donc je sais pas si on parle de ça. C'est une excellente question. Je pense qu'effectivement, si on va jusqu'au bout du progressisme, il faut protéger les individus contre eux-mêmes et par conséquent, je devrais être sanctionné pour avoir dit que je suis obèse. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnait l'Union soviétique. On vous envoyait en camp de concentration, mais c'était quand même pour vous protéger contre vous-même. Oui, c'était pour vous rééduquer, faire de vous quelqu'un qui était aligné sur la pensée malheureusement, du parti. Malheureusement, beaucoup de gens ne survivaient pas à leur rééducation, mais que voulez-vous ? Vous avez eu des expériences, on l'a dit, de candidat, c'est fini ? Oui, c'est fini. J'ai eu une carrière politique 1 mois plus courte que celle de Zemmour. Il a fait 31 mois, j'ai fait 30 mois. Okay. Bon, elle était peut-être un peu plus exposée, comme dans le cas de Zemmour. Ah, le pauvre. Donc, fini la carrière politique, est-ce qu'on peut dire que c'est le traitement médiatique qui est à l'origine de ça ? Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est le sentiment d'un système qui tourne à vide ? En fait, je vais dire les choses, je vais faire un aveu, c'est triste parce que c'est pas forcément ce que vous auriez envie d'entendre, mais tout simplement, à un moment, il faut gagner son pain, et puis ça me prenait un peu trop de temps par rapport à la nécessité de l'existence. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aussi, je pense que c'est peut-être le dernier point qu'on peut évoquer dans cette discussion, mais on a un système de milice. Hein, en théorie, parce que dans les faits, on voit que le nombre de gens qui sont des professionnels de la politique a explosé depuis une quarantaine d'années. Mais effectivement, quand on est vraiment milicien, on doit, il faut, en gros, c'est qu'on est dans une profession libérale, quoi. Sans ça, c'est pas possible. Ou alors, on a des boulots un peu lambda, des boulots dans des associations qui sont liées à son parti, des choses comme ça. À gauche, ils privilégient les permanents politiques et les permanents syndicaux. Bon, à droite, on essaye de faire effectivement avec les avocats, mais bon, après, à un moment, voilà, il faut faire tourner aussi, faire tourner la boutique. Hein. Et ça, c'est un autre aspect du mythe démocratie directe suisse qui est... Donc ce système, c'est quoi la finalité ? Il va se passer quoi ? On va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'en France ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de solution. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire un truc positif. Il y a une solution, c'est le combat culturel. C'est-à-dire que le combat est métapolitique aujourd'hui. Réapprendre aux gens à penser par eux-mêmes, à se forger une opinion. Et comment on fait ça dans la mesure où, moi je le vois avec mon média, notre média, puis vous écrivez dedans, c'est quand même, par la force des choses, on est poussé vers une forme de marginalité. Oui, mais... on a maintenant le grand égalisateur, on a Internet. On a Internet qui a été le caillou dans la chaussure du système totalitaire qui se mettait en place. Un totalitarisme libéral en quelque sorte. Un totalitarisme progressiste, on dirait ça comme ça ? Oui, parce que libéral, pas vraiment. Libéral sur le plan sexuel et encore à condition de ne pas être un homme. Hein. Oui, sans ça, parce qu'il y a vraiment deux poids, deux mesures selon que vous soyez un homme ou une femme. Et puis, pour le reste, non, pas libéral du tout. Regardez les entraves qu'on met au capitalisme. Hein. Bon, allez, moi je vais quand même conclure avec un truc positif. On vit dans un beau pays qui effectivement est stable, en grande partie parce qu'on a des représentants... Et qui a la proportionnelle. Voilà. Mais on a aussi des mécanismes de démocratie directe qu'il faut défendre, qu'il faut utiliser aussi. Parce que finalement, il n'y en a qu'un de partis qui l'utilisent abondamment. Et sans surprise, c'est le plus attaqué, c'est-à-dire l'UDC. Voilà, même s'il gagne encore régulièrement. De temps en temps. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette deuxième discussion. Il en reste une troisième qui portera sur une réalité, alors que Claude connaît beaucoup mieux que moi qui est la réalité française. Donc je me réjouis de vous retrouver pour en parler. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre travail avec un don via Tipeee. Vous avez toujours le lien dans la description de cet épisode. J'ai l'impression de me répéter, mais voilà, ça fait partie du boulot. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.